Prochaine question. Monsieur Asselineau, pensez-vous que l'on puisse être à la fois communiste et partisan de l'UPR ? Ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Il y a des communistes à l'UPR. Hein. Il y a de tout à l'UPR. On a des communistes, on a des libéraux, on a des ultralibéraux, on a des athées militants de la pensée rationaliste, on a des catholiques pratiquants, on a des catholiques traditionalistes, on a des catholiques progressistes, on a des protestants, des luthériens, on a des juifs, on a des musulmans sunnites, des musulmans chiites, on a des gens de gauche, de droite, on a des anciens électeurs du Front National, des anciens électeurs du Parti communiste français, des anciens électeurs de tous les partis, en définitive. On a beaucoup d'abstentionnistes. On a même d'anciens cadres de certains partis, notamment du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, ou de lutte ouvrière, enfin des anciens électeurs de lutte ouvrière. Donc vraiment, on a de tout. Pourquoi ça? Mais parce que allez voir notre programme. Tiens, j'en profite, ça me donne une occasion de faire valoir ça. Il y a des gens qui croient, ou qui font croire, j'ai vu ça sur certains forums, ou sur certaines chaînes YouTube, il y a des gens qui font croire que l'UPR et moi-même, nous n'aurions comme programme qu'une seule chose, sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Et que sinon, à part ça, on serait bouche bée, on n'aurait rien à dire sur rien. Et nous serions des espèces de monomaniaques qui, voilà. J'ai vu des gens qui me disent, il n'a pas de programme. Comment ça, on n'a pas de programme? On a le même programme que j'ai présenté en 2011. Ça fait 7 ans qu'on a le même programme, très détaillé, sur plein de choses. Mais il est vrai qu'il y a certains sujets sur lesquels on ne prend pas de position. On ne prend pas de position, par exemple, sur la fiscalité du patrimoine ou sur la fiscalité des entreprises. On ne prend pas de position sur l'appropriation des collectifs des moyens de production. On le fait quand même pour les services publics. Parce que nous voulons les héritiers du Conseil national de la résistance de 1943-44 et nous on reprend son programme. Nous considérons, nous, que le CNR, qui était constitué, je le rappelle, de communistes, donc Pierre Vimont notamment, qui était communiste, qui avait tenu la plume, qui avait rédigé une bonne partie du programme du CNR, des socialistes, qui étaient au CNR, des gaullistes, des chrétiens sociaux, des patrons et des ouvriers, c'est marqué dans le programme du CNR, première page, l'union des patrons et des ouvriers, c'est marqué dans le programme du CNR. Comme quoi, c'est pas un programme communiste. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres passages qui avaient été notamment poussés par les communistes de l'époque, notamment sur la sécurité sociale, sur les grands services publics. Et au CNR, il y avait même également des personnes venues de l'extrême droite, de la cagoule, qui était une extrême droite anti-allemande. Donc c'était l'ensemble des Français qui s'étaient réunis dans le CNR par leurs intermédiaires. Il y avait d'ailleurs les représentants des syndicats, les représentants des anciens partis politiques de la Troisième République, qui étaient tous dans ce Conseil national de la résistance. Ils avaient tous se rassemblés sur un objectif, le plus grand dénominateur commun du peuple français, restaurer son indépendance et sa souveraineté. Et une fois que ce résultat a été obtenu, a été mis en œuvre ce programme du CNR, notamment avec les grandes conquêtes de la libération, avec la nationalisation de la Banque de France, avec la sécurité sociale, avec la SNCF, EDF, GDF, enfin toutes ces grandes nationalisations, puis le droit de vote aux femmes, qui d'ailleurs ne figurait pas dans le programme du CNR parce que le Parti radical n'en avait pas voulu, soit dit en passant. Et c'est De Gaulle qui a imposé le droit de vote des femmes, qui a été fait acté dès 1944-45. Donc tout ceci, ces grandes conquêtes de la libération, ont été portées par l'ensemble des forces politiques françaises. Puis ensuite, eh bien, après la fin du CNR, après la fin du gouvernement provisoire, le début de la Quatrième République, ben, chacun a regagné sa case, si j'ose dire, ce que d'ailleurs De Gaulle ne souhaitait pas, puisqu'il considérait, il était, vous le savez, hostile à ce régime de la Quatrième République qui pensait être le retour des partis. Donc il n'y a absolument aucune interdiction à ce que des communistes soient à l'UPR. Je sais qu'on en a pas mal. On en a d'ailleurs qui sont très heureux d'y être, parce qu'en plus de ça, si vous regardez à la loupe notre programme, vous trouverez peu de programmes où il y a, par exemple, autant de programmes de nationalisation. Nous avons prévu, je le dis et je le redis, la nationalisation, l'interdiction de privatiser ou la renationalisation de tous les grands services publics à la française, la SNCF. Nous sommes contre la démolition de la SNCF. Nous sommes contre le fait que pour aller de Romorantin à Carpentras, on puisse bientôt voyager dans des trains polonais servis par des serveurs bulgares,
qui seront payés avec des salaires, enfin le salaire français, le SMIC, mais avec des charges sociales bulgares ou polonaises, et qui parleront en anglais parce que ça sera la langue vernaculaire. Nous, on est contre. On a le droit. Et nous estimons que ça n'est pas à l'Union européenne de nous imposer cette perte d'identité nationale. Nous voulons des services publics tels que les Français le veulent. On a le droit quand même. Ou alors, il faut nous embarquer dans un camp de concentration ou dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on n'a pas compris les lendemains glorieux de la construction européenne. Donc nous, on est contre. On estime que les grands services publics à la française font partie de ce que veut le peuple français dans sa profondeur. Et pas seulement les communistes, d'ailleurs. Je rappelle que le programme du CNR de 44, le président du CNR, c'était Charles de Gaulle. On peut pas dire que c'était un communiste. Bon, le président du CNR, celui qui a ensuite avait tenu c'était Jean Moulin, puis après sa déportation et son assassinat par les nazis, c'était Georges Bidault qui lui avait succédé, c'était pas des communistes. Mais pendant les 30 Glorieuses, tous les Français, 90% des Français se sont trouvés bien et à l'aise avec les grands services publics à la française. Une poste nationalisée, la SNCF, la RATP, les EDF, GDF, voilà, les autoroutes. Également, nous voulons renationaliser les autoroutes. Nous estimons que ça n'est pas aux services privés d'encaisser les péages des autoroutes. Nous estimons que toutes les routes doivent appartenir, tous les réseaux en fait, les réseaux autoroutiers, les réseaux de distribution d'eau également, la renationalisation, nous estimons que ça fait partie de notre patrimoine national. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on propose la nationalisation de tout le reste. La France des années 70, c'était la France des années 60, 70, 80. Les Français, globalement, ils râlaient, bien sûr, mais c'était quand même pas ce que c'est devenu. Et au-delà de ça, il y a la défense de l'unité nationale. Donc la lutte contre la politique des euro-régions, il y a la volonté de maintenir l'égalité des Français entre les territoires, on refuse l'hétérogénéisation voulue par la politique des euro-régions qui consiste en permanence à essayer, mais vous avez vu M. Macron, là on lui prête l'idée dans une réforme constitutionnelle d'autoriser qu'il y ait des lois différentes en France selon les régions. C'est le démantèlement de la France dont il s'agit. Il s'agit de revenir à la France d'ancien régime où il y avait autant de lois, de règlements qu'à chaque fois qu'on faisait 20 kilomètres, on avait des poids et mesures différents. Monsieur Macron, au point où on en est parti, va également proposer qu'on réintroduise la livre, qu'on réintroduise je sais pas quoi, le pouce, le pied, etc., la coudée, selon les régions. Non. Nous voulons mettre un terme à ça. On est comme ça, on a le droit.